Bonjour, bienvenue dans cette exposition consacrée à Louise d'Orléans, première reine des Belges, un destin romantique qui se déroule ici au château de Chantilly, dans la galerie de Psyché et au cabinet d'art graphique jusqu'au 16 février 2025 et qui voyagera ensuite chez notre partenaire, co-organisateur, les musées de la province de Namur qui accueilleront entre le mois de mars et le mois de juin 2025 la deuxième partie de cette exposition avec la majorité des œuvres qui sont présentées ici mais aussi des nouveautés. Alors c'est une exposition qui a été bâtie en partenariat avec les musées de la province de Namur qui finalement résulte d'un programme de recherche, notamment de dépouillement d'archives inédites conservées au Palais Royal de Belgique à Bruxelles qui ont permis d'exhumer des dizaines, des centaines, des milliers de lettres, notamment rédigées par Louise à l'égard de sa famille, de tous ses correspondants et qui nous ont permis de découvrir une personnalité tout à fait attachante mais beaucoup plus complexe que l'image d'Épinal qu'on véhicule d'habitude. D'habitude, on pense à elle comme étant cette princesse française qui est partie en pleurant en Belgique, qui a été trompée par son mari, qui est morte jeune. Et en fait, c'est une personnalité très riche à la frontière des domaines politiques, diplomatiques, artistiques que nous avons découvertes et que nous souhaitons réhabiliter et valoriser dans cette exposition avec un catalogue qui résume ces mois et ces mois de recherche, ce partenariat très fécond et une exposition qui vous montre pour la première fois des chefs-d'œuvre jamais exposés au public. Près de 3/4 de l'exposition montrent des œuvres issues de collections royales, de collections privées, notamment en Belgique. Donc c'est tout à fait exceptionnel ce que nous proposons pour à la fois rentrer dans le grand art politique, les grands portraits d'apparat. Je me trouve devant ici deux grands portraits prêtés par la Chambre belge, le Sénat belge, des portraits qui ne sont jamais sortis de Belgique, montrant Louise d'Orléans et puis son époux Léopold Ier, premier roi et première reine des Belges. Et puis on verra aussi des choses beaucoup plus intimes qui nous permettent de rentrer dans le quotidien de cette princesse française devenue reine des Belges, pour rentrer aussi dans l'histoire politique mouvementée, l'histoire dynastique parfois complexe et ce destin romantique qui figure au titre de l'exposition. Romantique en termes biographiques, c'est une destinée qui va accompagner Louise, qui n'était pas forcément prédestinée à devenir la première reine des Belges, ce royaume qui naît en 1830 alors qu'elle n'a que 28 ans. Et puis aussi romantique en termes artistiques. Louise va finalement être une égérie de l'école romantique française puis belge et va collectionner, mais de manière intime et personnelle, beaucoup de chefs-d'œuvre romantiques que nous avons exhumés d'albums retrouvés dans les archives du Palais Royal et que nous présentons là aussi au public pour la première fois. Donc une exposition exceptionnelle et je vous invite donc à découvrir section par section tout ce destin romantique. Dans cette première salle, nous abordons la jeunesse et l'éducation de Louise d'Orléans. C'est la fille de Louis-Philippe, duc d'Orléans, qui deviendra roi des Français en 1830, et de Marie-Amélie de Bourbon-Sicile. C'est leur première fille, elle est née en 1812 en Sicile, c'est le deuxième enfant du couple. Et pourquoi est-elle née en Sicile? Parce que nous sommes sous l'Empire de Napoléon, et Louis-Philippe et Marie-Amélie sont en exil, notamment auprès du royaume de Naples, et notamment en Sicile, parce que la famille royale de Naples s'est faite chasser de Naples par les Murat et donc c'est à Palerme que Louise naît en 1812. C'est la première fille d'une grande fratrie qui va comporter 5 fils, 3 filles, et parmi ces filles, elle sera très proche de sa sœur Marie d'Orléans. Et toutes vont être éduquées, très bien éduquées, d'abord en Italie, mais surtout en France, où ils vont revenir en 1814 d'abord, ensuite il y a les 100 jours, ils repartent en exil, cette fois-ci en Angleterre, jusqu'en 1817, et ensuite à Paris, ils se réinstallent
toute cette famille au Palais Royal, au Château de Neuilly. Alors ces 3 filles vont être des égéries aussi pour les artistes romantiques, donc Louise d'Orléans, Marie d'Orléans, la sculptrice, l'artiste, et puis leur 3e sœur qui est Clémentine d'Orléans. Elles vont être éduquées aux langues, elles vont être éduquées à la politique, donc pour être préparées à ce qui va advenir et ce qui est évoqué ici. Ce qu'on évoque juste derrière moi, c'est les préparatifs du mariage. Nous sommes en 1830. 1830, c'est une date clé pour la France, pour la Belgique, pour l'Europe. C'est la date des révolutions qui vont porter sur le trône Louis-Philippe avec la monarchie de Juillet. Et puis en Belgique va naître un nouveau royaume. Un nouveau royaume parce que la Belgique n'a jamais été un royaume avant 1830. C'est des provinces qui ont été incorporées à partir de 1815 dans le royaume de Hollande, dirigé par un roi protestant, Guillaume d'Orange. Et en 1830, les provinces belges, qui sont plutôt catholiques, vont se révolter et vont négocier leur indépendance. Mais pour ce faire, il faut trouver une dynastie. Il n'y a jamais eu de roi en Belgique. Et donc, elles vont proposer, ces provinces, le trône au 2e fils de Louis-Philippe, le duc de Nemours. Louis-Philippe va refuser ce trône. Et finalement, on va trouver un jeune prince, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, qui est un prince soutenu par les Anglais parce qu'il avait été le premier époux de Charlotte de Galles, qui est malheureusement décédée en couche. Donc il a failli devenir le prince consort d'Angleterre et finalement on va lui trouver un trône. Il était séduisant, c'était un grand militaire, un grand politique. Et donc on va le placer sur le trône de Belgique grâce à cette alliance finalement anglaise et puis aussi le soutien français. Très vite va se mettre en place une alliance entre la nouvelle dynastie belge et la nouvelle dynastie française, avec à la clé un mariage pour solidifier cela. C'est le mariage de la première fille de Louis-Philippe, Louise d'Orléans, avec Léopold. Et nous avons la chance dans cette vitrine de montrer notamment des miniatures qui représentent les époux avant leur mariage, issus des collections royales belges, et qui montrent justement qu'on ne rencontrait son époux que juste avant le mariage, et donc auparavant, pour les négociations matrimoniales, cela passait aussi par des miniatures. Et puis, ce portrait tout à fait inédit, un portrait par Ary Scheffer de la jeune Louise, juste après son mariage vraisemblablement, qui la montre comme une jeune princesse qui va épouser un roi de 20 ans de plus qu'elle, avec une œuvre d'un artiste très important pour l'école romantique, Ary Scheffer. C'est celui, comme vous le savez, qui avait son atelier dans le musée de la vie romantique à Paris. C'était le maître de dessin de Louise et de Marie d'Orléans, et toute sa vie, Louise va garder une grande amitié, une grande admiration à son égard. Il va très vite venir d'ailleurs en Belgique après son mariage pour la voir, et on voit ici l'admiration et la fidélité de l'élève vis-à-vis de son maître qui va l'éduquer notamment aux arts et au dessin. Alors, le mariage avec Léopold de Belgique est évoqué dans cette seconde section. Ce mariage va se dérouler en 1832, le 9 août 1832, au palais de Compiègne. Alors pourquoi Compiègne? Parce qu'on n'est pas très loin de la frontière belge, parce qu'un an auparavant, il y a eu un premier traité d'alliance qui s'est noué dans ce palais, et puis parce que Paris rencontre plusieurs difficultés. La première, ce sont les émeutes républicaines qui ont lieu au mois de juin et qui rendent Paris assez dangereux pour la famille royale, en tout cas pour l'organisation de grandes festivités matrimoniales. C'est ces fameuses émeutes qui sont dépeintes dans Les Misérables de Victor Hugo, les fameuses barricades qui vont empêcher finalement le mariage de Louise et Léopold à Paris. À Paris sévit aussi le choléra, et enfin l'archevêque est légitimiste. Donc finalement il fallait trouver un autre endroit, et c'est dans le diocèse de Beauvais, au palais de Compiègne, un palais qui avait déjà abrité des mariages sous l'Ancien Régime et sous l'Empire, des mariages princiers ou impériaux, que ce dernier va se dérouler. C'est les premières festivités à grande échelle, je dirais, de la monarchie de Juillet. Pendant 3 jours, on va voir se succéder des bals, des soupers, on va aller visiter les ruines néogothiques ou gothiques encore du palais du château de Pierrefonds, et puis on va procéder au mariage protestant.
Et enfin, au mariage catholique dans la chapelle de Compiègne qu'on va réaménager pour ce faire. Et on a une évocation de ce mariage où toute la famille d'Orléans est aux premières loges. Ça va être néanmoins un déchirement pour Louise. C'est finalement le saut dans l'inconnu pour cette jeune princesse de 20 ans qui va épouser un roi mature, qui a déjà eu une première vie. Elle va découvrir un pays qu'elle ne connaît pas, à vrai dire. Elle qui aimait la montagne, le grand air, elle a quelques appréhensions à se rendre en Belgique. Et puis, c'est le premier enfant qui quitte la famille d'Orléans, hein, une famille très unie. Et selon un sentiment très moderne, finalement, on va voir Louis-Philippe être dévasté par le départ de sa fille. Et pour le rasséréner, en quelque sorte, Marie d'Orléans, la sœur si proche de Louise, va lui dessiner une petite esquisse où, avec son sac de voyage, son petit baluchon de dos, donc Louise, un peu tristement accablée, part en Belgique. Un dessin qui a une certaine popularité auprès de la famille d'Orléans, qui va être ensuite lithographié par Marie. Derrière moi, justement, se trouve le cadre de vie de Louise qui va s'attacher à petit, malgré son chagrin, malgré les difficultés qu'elle peut rencontrer dans un premier temps, qui va s'attacher à se faire adopter par la population belge. Ce n'est pas une chose simple. La noblesse belge est orangiste, donc partisane du roi de Hollande. C'est plutôt les villes, les campagnes qui soutiennent la nouvelle dynastie. Et petit à petit, Louise va construire une vie de cour avec son époux, s'installer dans des palais. Hein, il n'y avait pas de palais royaux auparavant, donc il a fallu récupérer, se réapproprier les palais des gouverneurs des Pays-Bas autrichiens du XVIIIe siècle, au palais royal à Bruxelles, au château de Laken, et elle va essayer de construire une légitimité et un rang à cette nouvelle dynastie. Mais pour ce faire, eh bien, il faut des collections, on va y revenir, il faut aussi du mobilier. Et là, c'est Marie-Amélie et Louis-Philippe qui vont, en cadeau de mariage, en quelque sorte, en 1833, offrir à leur gendre et à leur fille tout un ensemble de mobilier pour meubler le palais royal de Bruxelles. Ça va être du mobilier néoclassique, dont vous avez ici de précieux exemplaires venus des collections royales belges, qui sont en fait tirés du garde-meuble de la couronne. Ce sont en fait des mobiliers qui ont été commandés par Napoléon Ier pour le Grand Trianon, pour les Tuileries, pour Rambouillet, donc du mobilier néoclassique, Jacob Desmalter, mais qui ont ensuite été complétés et actualisés avec l'aide de tapisseries en Beauvais de la monarchie de Juillet. Donc c'est un ensemble tout à fait important en termes de provenance qui permettait aux jeunes couples en quelque sorte de s'installer dans ces palais et qui permettait voilà, petit à petit à ce dernier de se faire adopter et de créer une vie de cour. Et donc finalement la jeune monarchie belge s'est assise dans des sièges français à ses débuts, mais jusqu'à nos jours. Alors, l'une des origines de ce projet d'exposition a été la découverte ou redécouverte au sein des archives du Palais Royal à Bruxelles des fameux albums de Louise d'Orléans, fameux finalement pas si fameux parce que ces derniers n'avaient jamais vraiment été étudiés, photographiés ou même exposés comme nous le faisons aujourd'hui. Ça a été une véritable découverte lorsque nous avons pu les retrouver parce qu'en les feuilletant, nous avons découvert que Louise d'Orléans, dont le chiffre figure sur ses albums néogothiques, Louise finalement aimait tous les artistes qu'appréciaient son père ou ses frères et sœurs. Finalement, c'était une reine belge, mais qui restait dans ses goûts en grande partie une princesse d'Orléans. Alors, avant de revenir sur toutes ces feuilles jamais montrées au public, il faut aussi dire que Louise a pris à cœur son rôle de nouvelle et première reine des Belges et a voulu susciter une école, en tout cas des commandes pour constituer une galerie de tableaux et le début, l'embryon d'une collection royale. C'est un aspect qui sera beaucoup plus évoqué dans la seconde partie de cette exposition lorsqu'elle voyagera à Namur, au musée des Arts Anciens, à partir du mois de mars et jusqu'au mois de juin, où justement la collection belge et d'artistes belges de Louise et Léopold sera véritablement bien abordée. Évidemment, dans le catalogue, c'est le cas. Ici, ce qu'on a voulu, ici à Chantilly, demeure Orléans, montrer
montrer cette fidélité de Louise à l'égard de ses goûts de jeunesse. Et tous ces dessins, ces aquarelles que vous voyez ici autour de moi dans cette salle sont issus des fameux albums de Louise, qui était finalement une collectionneuse discrète, qui aimait les choses intimes, personnelles, familiales. Et ces albums qu'elle feuilletait, on le sait par ses lettres, par ces innombrables lettres qu'elle nous a laissées, qu'elle feuilletait le soir dans son cabinet de Laeken ou avec son époux. Et donc ce n'était pas une grande galerie de tableaux comme le Duc d'Aumale ici à Chantilly. Et c'est pour ça qu'on a largement oublié son rôle de collectionneuse et ses goûts. Alors ce qu'on voit parmi ces aquarelles, ici ça n'est qu'un échantillon parmi les dizaines et dizaines de dessins que conservent ces albums, c'est en effet les artistes appréciés par les princes d'Orléans. On peut par exemple citer Eugène Lamy, qui est le décorateur du Duc d'Aumale, qui est le maître de dessin du Duc de Nemours. Donc c'est un artiste romantique, grand aquarelliste, qui est très proche de la famille d'Orléans. Et Louise a 4, 5, 6 dessins d'Eugène Lamy dans ses collections. On a Gudin, qui est un peintre de marine, qui avait travaillé notamment pour Louis-Philippe au château de Versailles, lorsque Louis-Philippe a créé ce musée de l'histoire de France en faisant appel aux grands artistes romantiques, notamment de la place parisienne, et Gudin livre quelques marines également pour Louise. Ce musée du château de Versailles de l'histoire de France avait un conservateur. Ce conservateur était un peintre, vous le connaissez, c'est François-Marius Granet. Vous êtes face ici à un Granet inédit venant des collections de Louise. C'est le Cœur des Capucins à Rome, d'après un tableau commandé par Caroline Murat, dont il s'agit ici d'une réplique inédite, d'une fraîcheur époustouflante, comme tous ces dessins, parce qu'ils n'ont jamais été montrés au public. Et puis derrière moi, c'est le Raphaël des Fleurs. C'est peut-être l'un des dessins les plus charmants de cette collection. C'est Redouté, hein, ce fameux peintre de fleurs qui a peint ici sur parchemin un bouquet d'une fraîcheur, d'une épaisseur, d'une texture extraordinaire, qui a aussi enseigné les dessins de fleurs à Louise et même à Marie-Amélie, sa mère, qui a copié ce genre de bouquet. On voit, vous voyez, tous ces artistes, et je ne cite pas les artistes orientalistes, les artistes de la famille aussi, comme Marie d'Orléans, comme le prince de Joinville. C'est véritablement une princesse d'Orléans qui est venue avec ses goûts qui avaient été suscités dans sa jeunesse, grâce à Harry Scheffer, grâce à son père, grâce à son éducation, qu'elle a importé en Belgique et qu'elle a mise au service finalement de ce nouveau pays, de cette nouvelle dynastie, en ensuite suscitant évidemment des commandes de peintres français pour sa propre collection, mais surtout en suscitant et en favorisant une école belge, l'école romantique, pour constituer le début de la collection royale. Lorsqu'on établit une nouvelle dynastie, il faut diffuser son image et la faire connaître. Et pour ce faire, il faut trouver un portraitiste, et c'est une mission que va remplir Louise, de trouver ce fameux peintre qui va imaginer et créer l'effigie officielle du premier roi et de la première reine des Belges. Ça va être une affaire de longue haleine. Scheffer, Dequesne, Dubuff, Court, ils vont tous essayer à portraiturer notamment Louise, sans que ces portraits ne plaisent véritablement. Évidemment, Marie d'Orléans, c'est ce qu'on montre dans cette salle. En buste va représenter sa sœur, notamment en 1837, avec des bustes du musée Condé. Mais ces effigies sont destinées à une sphère familiale. Ce qu'on nous montrons, c'était notamment des bustes destinés aux appartements néo-gothiques de Marie d'Orléans aux Tuileries. Donc finalement, Louise, qui est à Paris d'ailleurs en 1837, posant pour sa sœur, va découvrir au salon de 1837 un peintre qu'on ne connaît pas, qui est allemand, qui s'appelle Franz Xaver Winterhalter, qui se lance, hein, ça fait 2 ans qu'il expose au salon, et elle va apprécier son talent de portraitiste et va lui commander un premier portrait d'elle en mère de famille avec son fils Léopold. C'est un portrait qui a beaucoup plu à Louise et à Léopold. Elle était enceinte, elle était brouettée, dit-elle dans ses lettres, jusqu'à la séance de pause, et c'est un tableau qui va être le début d'une sorte de passion entre Louise et Winterhalter, si bien qu'en 1841, elle va lui commander les 2 grandes effigies en pied d'elle-même
et de son époux. Et derrière moi, on a un tableau exceptionnel d'une collection privée belge, qui est peut-être l'un des tableaux préparatoires à ces grandes effigies. En tout cas, on a cette touche très libre, très élégante, qui plaisait tant dans l'art de Winterhalter, qui finalement s'inscrivait dans la grande tradition des portraits d'Ancien Régime, des grands portraits en pied d'apparat, mais qui avait cette élégance moderne, cette sensibilité qui plaisait à l'époque romantique. Et c'est finalement Louise, vous voyez, qui a découvert son talent, qui a commandé donc ses effigies, et puis en 1844, les portraits de ses enfants, Léopold, futur Léopold II, puis la petite Charlotte, donc toute la fratrie. Et Louise va recommander ce peintre à sa famille, la famille d'Orléans en France, et puis même aussi à la reine Victoria en Angleterre. Il faut se rappeler que Victoria est aussi une Saxe-Cobourg. C'est la nièce de Léopold, la nièce par alliance de Louise. Et Louise, par ses lettres, elle écrivait plusieurs lettres par jour, elle y passait 2, 3, 4 heures par jour à écrire, recommande les artistes, parle de ses propres goûts et de ses propres expériences. Mais finalement, mal va lui en prendre parce que Winterhalter, très vite, va être adopté par les Français, adopté par les Anglais, et Louise va se battre littéralement contre ces familles régnantes pour garder Winterhalter, pour faire en sorte qu'il reste en Belgique et qu'il accomplisse et achève ses portraits. Et puis je voulais m'attarder sur la petite Charlotte qui est ici. C'est un tableau qui a été restauré pour l'exposition, notamment grâce à la Fondation Roi Baudouin. Nos collègues de Namur ont veillé à tout cela. C'est un tableau qui montre la beauté de la famille, cette petite princesse tout à fait charmante, mais dont l'air grave aussi peut préfigurer le drame qu'elle va connaître durant sa vie. Comme vous le savez, Charlotte va contracter un très très beau mariage avec Maximilien de Habsbourg, le frère de François-Joseph, qui va d'abord gouverner la Vénétie, la Lombardie. Ils auront ce superbe château à Miramar, à Trieste. Et puis, en 1857, on va leur offrir le trône impérial de Mexique, avec pour assurance que les puissances européennes vont soutenir leurs prétentions face aux républicains mexicains. C'est une chose qui ne va pas s'effectuer. L'empereur du Mexique, Maximilien, va se retrouver en grande difficulté. Charlotte essaiera de mobiliser les cours et les opinions européennes. En vain, Maximilien sera fusillé, c'est le fameux tableau de Manet, par les républicains mexicains, et Charlotte ne s'en remettra jamais. Elle va sombrer dans la folie, dit-on, en tout cas connaître de grandes difficultés mentales, et va finir sa vie dans la banlieue de Bruxelles, dans un château, château de Boekhout, qui appartenait à la famille royale belge, sous la surveillance de son frère Léopold II. Donc c'est une tragédie aussi, mais qui reflète aussi toutes ces destinées royales, et c'est le cas aussi pour la reine Louise. Alors cette pièce présente un grand chef-d'œuvre de l'école romantique belge, c'est ce grand tableau de François-Joseph Navet, qui est le chef de file de l'école belge à ce moment-là, notamment à l'Académie à Bruxelles, qui est un peu l'ingre belge dans sa maîtrise de la composition, des coloris extrêmement réussis, mais aussi sa sensibilité et son inspiration à l'égard du grand Raphaël, dont on voit ici des réminiscences. C'est le sommeil de l'enfant Jésus. Et vous voyez une grande attention portée au thème de l'enfance, avec cet enfant Jésus endormi, très réaliste, et puis ce petit Saint Jean-Baptiste qui nous interpelle du regard. Et si le thème de l'enfance est important dans ce tableau qui a été présenté au Salon de 1834, c'est que sans doute ce tableau a été suscité par la première grossesse de Louise. C'est la naissance de son premier enfant qui était dénommé Louis-Philippe, qu'on surnommait Babochon, et qui malheureusement est décédé un an plus tard, ce qui était un drame. C'était le premier enfant du couple, l'héritier, et c'était d'ailleurs la deuxième fois que Léopold perdait son fils aîné. Il avait déjà perdu avec la princesse Charlotte de Galles un premier fils. Et finalement, ce tableau qui devait célébrer l'enfant, célébrer la naissance, c'est une commande de Léopold pour l'offrir à sa femme à l'occasion de cette naissance pour sa chapelle catholique. Finalement, ce tableau, qui n'est même pas livré avant la mort de Babochon, renferme aussi ce drame, et le voile de la Vierge, en quelque sorte, préfigure le linceul de Babochon. C'est un tableau qui donc a été malgré tout livré, et qui ensuite a été donné, après la mort de Louise, par le roi Léopold à une église, la
province de Namur, l'église Douillet, qui en 1851 a sa première pierre posée, favorisée par Léopold, et sans doute que ce tableau lui rappelait trop de souvenirs tragiques, hein, la mort de son premier fils, avec Louise, la mort de Louise aussi, et donc ce tableau a été donné à cette paroisse, à cette fabrique d'église qui nous a généreusement prêté ce chef-d'œuvre, qui est dépourvu de cadre parce que dorénavant il est sur le maître-autel de cette église, et c'est l'un des sommets et l'une des grandes découvertes de cette exposition, hein, ce grand peintre belge encouragé par le couple royal. Au matin du 11 octobre 1850, Louise d'Orléans, première reine des Belges, s'éteint à Ostende à l'âge de 38 ans. C'est très jeune, hein, pour l'époque. C'est la première fois que la Belgique va perdre une reine et c'est un véritable choc pour la population. Louise avait une santé fragile, elle était poitrinaire, elle était finalement atteinte de tuberculose, et c'est ce mal qui l'a poussée déjà à régulièrement se rendre à Ostende pour prendre l'air de la mer, et c'est là qu'elle va passer ses dernières semaines et ses derniers jours. Ce tableau derrière moi justement illustre ces derniers instants, un tableau daté de 1851 qui montre comme une sainte, hein, Louise alitée, tenant la main de son époux, avec toute sa famille, la famille d'Orléans autour d'elle. Il faut se rappeler que nous sommes 2 ans après la chute de la monarchie de Juillet et que toute la famille d'Orléans est en exil en Angleterre. Louis-Philippe est mort quelques mois auparavant et le reste de la famille est venu assister aux derniers instants de Louise. Donc on aperçoit Marie-Amélie, le duc d'Aumale, la duchesse d'Orléans, etc. Et c'est un choc, je vous le disais, que la perte de cette première reine qui va tout de suite devenir une sorte d'icône pour cette génération romantique de peinture. C'est ce que vous voyez derrière moi avec ce tableau de la Fondation Phébus à Anvers. C'est le peintre Van Eycken qui avait côtoyé Louise de son vivant, qui la montre en train de justement perdre la vie avec son missel. Elle n'a même plus la force de tenir les petites miettes de pain entre ses doigts. Elle est sur le rivage, hein, c'est peut-être justement l'évocation d'Ostende. Et puis sur son trône, vous avez des pélicans. Vous savez, le pélican, c'est un symbole dans l'iconographie assez fort. C'est cet oiseau qui se perce la poitrine pour nourrir de son sang ses enfants. Donc c'est un peu la mère nourricière, la mère de jeunes princes et princesses et la mère de tout un pays qui va mourir. Et puis on va avoir une petite Louise Mania qui va survenir. On va cultiver ses souvenirs. Ici derrière moi, vous avez ses chaussons de bal, ses mèches de cheveux, des faire-part de décès, de prières vont être diffusés avec son effigie, notamment d'après Winterhalter. Et puis, ça va être son fils, Léopold II, qui va cultiver sa mémoire, notamment grâce à des commandes statuaires, de grandes statues comme à Philippeville ou des réductions comme celle du Sénat que nous présentons ici. Et puis, le second personnage qui va veiller à cultiver le souvenir de cette première reine des Belges, ça va être son frère, le duc d'Aumale, qui va toute sa vie conserver des liens très forts, très fréquents avec la Belgique. La Belgique était, lorsqu'il était en exil, la porte d'entrée vers l'Europe continentale. Il s'arrêtait régulièrement à Laeken, accueilli par Léopold II et la reine Marie-Henriette. Il était aussi un patron de presse belge, il avait des affaires en Belgique, il possédait plusieurs journaux. La Belgique n'était pas très loin de l'Angleterre. La Belgique, quand il est retourné en France, notamment à Chantilly, n'est pas très loin de Chantilly. Et il va, sa vie durant, visiter les musées, voir les expositions, parcourir le pays. C'est ce qu'on voit dans sa collection de photographies. Si bien qu'en 1886, lorsqu'il est frappé une deuxième fois par la loi d'exil, il ne s'exile pas en Angleterre, mais à Bruxelles. Pendant 3 ans, entre 1886 et 1889, c'est à Bruxelles que toutes les collections de Chantilly sont abritées. Finalement, c'était à juste titre que cette exposition reprend place ici à Chantilly pour aussi montrer ces liens très forts par-delà l'histoire entre les propriétaires de Chantilly, notamment la famille d'Orléans, et la Belgique.